podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. La lettre était là, posée sur mon bureau, bien en vue. Elle était arrivée au courrier du matin. Je reconnus aussitôt sur l'enveloppe bleue l'écriture de Stéphane Jasseron. À vrai dire, je n'étais pas tellement surpris de recevoir cette lettre de lui. Nous étions le 20 décembre et depuis 7 ans, immanquablement aux approches de Noël, je trouvais sur mon bureau une enveloppe bleue, semblable à celle-ci. Le moins qu'on puisse dire est que Stéphane Jasseron avait la mémoire tenace. Je l'avais connu dans des circonstances assez dramatiques. Le temps avait passé depuis notre première rencontre. Pourtant, je m'en souvenais comme si c'était hier. Tout comme la Madeleine de Proust, cette enveloppe bleue faisait naître en moi une multitude de sensations et d'images. Comme un film que l'on revoit avec émotion, je revivais chaque instant de ce qu'on avait appelé en ce temps-là l'affaire Stéphane Jasseron. C'était il y a 7 ans, un 20 décembre. À cette époque, j'étais capitaine. Je commandais une compagnie de gendarmerie dans l'Aveyron, ce magnifique département de la région Midi-Pyrénées. Les hivers y sont rudes, mais sitôt le printemps revenu, il y fait bon vivre. Et les touristes le savent bien, qui chaque année s'en viennent découvrir ces sites admirables que sont le Chaos de Rajol, les Causses du Larzac et les Gorges du Tarn. Les Aveyronnais sont hospitaliers et bons vivants. Leur accent fleure bon la terre et le soleil, et leur fromage au lait de brebis enchante les palais les plus délicats. Donc, ce 20 décembre, vers 4 heures du matin, 2 de mes gendarmes patrouillaient à bord d'une estafette dans la ville endormie. Il faisait très froid. Depuis 2 jours, la neige tombait en abondance, recouvrant toute chose d'un épais manteau blanc. L'estafette roulait lentement dans les rues silencieuses. Soudain, l'un des gendarmes crut apercevoir, dans la lueur blanchâtre des phares, 2 formes humaines recroquevillées, dormant à même le sol dans l'encoignure d'une porte cochère. Intrigués, les gendarmes descendent de voiture et se dirigent, lampe électrique en main, vers les 2 malheureux. Ceux-ci se réveillent et ne semblent absolument pas effrayés par les lumières qui les aveuglent, bien au contraire. Ils paraissent soulagés à la vue des uniformes. Lentement, en s'ébrouant, ils se mettent debout. « Ah, bonjour, monsieur les gendarmes, on fait rien de mal, là, hein? On attend juste l'ouverture du café pour boire un truc chaud et manger un petit bout. » Celui qui vient de parler est un homme d'environ 50-60 ans, aux cheveux et à la barbe blanche. Son compagnon est beaucoup plus jeune, 25 ans environ. Ils sont vêtus tous deux, comme le sont en général ceux qui font le trimard, c'est-à-dire ce que l'on appelait autrefois le vagabondage. Ils n'ont pas l'air de mauvais bougres. Le chef de patrouille leur demande s'ils ont une pièce d'identité. « Ah oui, monsieur les gendarmes, on a ça, hein, Stéphane ?» Et les 2 hommes sortent chacun des profondeurs de leur poche un étui en plastique qui contient un autre étui en plastique
puis un autre, qui lui contient une carte d'identité. C'est pour pas qu'elle se mouille, hein, forcément. Le chef de patrouille prend les papiers et se dirige vers l'estafette. Là, grâce au système Saphir, il interroge le fichier national à Rosny-sous-Bois. Sait-on jamais? La réponse ne se fait pas trop attendre. Pour le premier, Ange Rignac, 61 ans, RAF, c'est-à-dire rien au fichier. Pour le second, Stéphane Jasseron, 26 ans, il n'en va pas de même. Celui-ci fait l'objet de 3 contraintes par corps pour non-paiement de pension alimentaire, dettes nombreuses et non-paiement d'impôts. De plus, il est recherché pour s'être soustrait depuis 1 an au comité de probation et d'assistance aux libérés de Rodez. L'affaire n'est pas d'une importance exceptionnelle, mais les conséquences sont graves quand on se trouve sans un sou, sans domicile fixe, face à 3 contraintes par corps avec opposition non recevable. Et les gendarmes se voient dans l'obligation d'emmener le jeune homme à la gendarmerie. Celui-ci, tête basse, sans un mot, monte dans l'estafette. Son compagnon d'infortune demande la permission de l'accompagner. Les gendarmes, bon bougre, acceptent. Au moins là-bas, le vieux aura chaud. Moins d'une demi-heure plus tard, ils arrivent à l'accompagner. Après leur avoir fait servir un café chaud, le chef place Stéphane Jasseron en garde à vue, tandis que le vieux trimardeur, emmitouflé dans une couverture, est installé dans une petite pièce vide où il finira tranquillement sa nuit. Il est 8h30 quand j'arrive à mon bureau. Aussitôt mis au courant de la patrouille de cette nuit, je demande que l'on m'amène Stéphane Jasseron après qu'il ait fait un brin de toilette. Le jeune homme, rasé de près, pénètre dans mon bureau. Il a, ma foi, l'air sympathique. Il a un regard clair et franc, teinté de tristesse. Je lui pose les questions habituelles. D'où venez-vous? Que faites-vous? Où allez-vous? Calmement, il me répond. Il parle. Il parle comme si parler lui faisait du bien. Il a même l'air soulagé d'un grand poids. Ses paroles sont parfois entrecoupées de longs silences et, à travers les mots simples qu'il emploie, je comprends que vivre en marge de la société, se savoir rechercher, commence à lui paraître très pénible. Et il parle, il se délivre. Il avait un métier, un bon métier, du travail, un bon salaire. Il avait épousé Monique, une fille de son village, qui, bien vite, s'était révélée paresseuse, dépensière, infidèle. Mais il l'aimait. Il avait tenu tant qu'il avait pu, et puis un jour, Monique était partie avec un de ses amants de passage. Stéphane avait tenté de la reprendre, il avait pardonné, mais Monique avait refusé. Alors, pour lui, tout avait basculé, tout s'était rompu, déchiré. Le divorce avait été prononcé, et Stéphane s'était vu condamné à verser une pension alimentaire à cette femme qu'il avait trahie, cette femme qu'il aimait encore. Et puis, comme un malheur n'arrive jamais seul, il avait brusquement perdu son emploi. À partir de là, tout avait été très vite. Le chômage, la NPE, et puis plus rien. Plus de travail, plus d'argent, plus d'espoir. Il avait cessé de verser les pensions alimentaires et de payer ses impôts, et bien sûr, les choses avaient empiré. Les avertissements, les commandements, les huissiers, les saisies, le tribunal, les condamnations. Alors un jour, n'en pouvant plus, ne sachant plus à quel saint se vouer, il avait pris la route.
Trop fier pour mendier, il mangeait ce qu'il trouvait sur les marchés, après le départ des commerçants. Il dormait ici ou là, selon la saison, selon le temps. Et puis un jour, il avait rencontré un vieux trimardeur, Ange Rignac, un vieux de la vieille qui trimardait depuis près de 20 ans. Un brave homme qu'il avait immédiatement adopté. Rignac, qui lui ne rechignait pas à faire la manche, partageait chaque jour le produit de sa quête avec Stéphane, de sorte que depuis plus de 8 mois, Stéphane mangeait presque à sa faim. De plus, le vieil homme avait l'intention de lui acheter un beau costume dès que ses moyens le lui permettraient, car, et c'est pour cela qu'ils étaient tous deux arrivés en ville, Stéphane avait un frère aîné qui vivait ici, dans un bel appartement avec femme et enfants. Et petit à petit, à force d'en parler, d'argumenter, Ange Rignac l'avait persuadé d'aller voir son frère et lui demander de l'aide, ne serait-ce que de lui donner un petit coup de main pour trouver du travail. Il avait l'adresse de son frère et s'y serait rendu ce matin si un malheureux hasard n'avait mis les gendarmes sur sa route. J'avais écouté Stéphane Jasson sans l'interrompre. J'étais persuadé qu'il était sincère et qu'il n'y avait en lui rien de mauvais. Il m'apparaissait plutôt comme victime d'une terrible fatalité. Mais la loi est la loi. Dura lex, sed lex. J'étais par devoir contraint de prévenir le parquet. Pas d'argent, 3 contraintes par corps. C'est la prison. Pourtant j'hésitais à prévenir le procureur tout de suite. Il devait bien y avoir une solution au problème de ce garçon. Il fallait que je trouve un moyen de l'aider. J'avais besoin de réfléchir. Aussi, je fis conduire Stéphane Jasson dans une pièce du rez-de-chaussée pendant que je demandais à voir le sieur Ange Rignac. Rignac était un personnage haut en couleur, éminemment sympathique. Il respirait la bonté, la générosité. Il était vif et intelligent. C'était, un misanthrope souriant qui prétendait que sur Terre, il n'y avait que 2 sortes d'hommes, les gentils et les méchants. Un point, c'est tout. Un peu simpliste comme raisonnement, mais pas complètement faux. Tout à coup, le vieux bonhomme me dit qu'il connaît l'adresse du frère de Stéphane et que, si je le lui permets, il ira le trouver pour lui demander d'aider son jeune frère. Je n'ai aucune raison de lui interdire cette démarche salutaire. Je le laisse donc partir illico, accompagné de mes vœux de réussite. Et je me replonge dans les dossiers en attente. La vie continue, n'est-ce pas? Moins d'1 heure plus tard, le vieil homme est de retour à la gendarmerie. Il est catastrophé. Le frère aîné et sa femme surtout, n'ont rien voulu entendre. Ils ont refusé catégoriquement d'apporter une aide quelconque à Stéphane, qui est jeune, en bonne santé et qui n'a qu'à se débrouiller. Quand on veut vraiment trouver du travail, on en trouve, etc., etc., etc. Ange Rignac n'en finit pas de fustiger ce frère indigne. Moi, bien entendu, je m'abstiens de tout commentaire, mais je vous l'avoue, je n'en pense pas moins. La dernière chance de Stéphane Jasson vient de s'envoler. Son avenir est plus noir que jamais. Comment pourrait-il s'en sortir? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Nous sommes le 20 décembre. La lettre que je viens de recevoir en cette veille de Noël est d'un certain Stéphane Jasson. Stéphane Jasson, je l'ai connu il y a 7 ans. Et je m'en souviens comme si c'était hier. C'est l'hiver. Les gendarmes en patrouille ont ramené 2 pauvres bougres qui dormaient à même le sol. Le plus jeune, Stéphane Jasson, est en infraction. 3 contraintes par corps pour non-paiement de pension alimentaire, non-paiement d'impôts, etc., etc. Le pauvre garçon, criblé de dettes, ayant perdu son emploi, abandonné par sa femme, s'est laissé couler et vagabonde sur les routes avec Ange Rignac, un compagnon d'infortune.
Il me faut maintenant annoncer à Stéphane Jasson qu'il va être présenté au procureur et au juge d'application des peines. Je me dirige donc vers la pièce du bas où le jeune homme attend patiemment que l'on ait statué sur son sort. C'est alors que, passant par le bureau d'accueil de la compagnie, je rencontre M. Charles Combrouse, un ami de longue date, fromager de son état. « Monsieur Combrouse, comment allez-vous? Quel bon vent vous amène ?» « Bon capitaine, je vous apportais quelques fromages, comme c'est bientôt Noël, n'est-ce pas? Vous verrez, ils sont fameux, hein? » « C'est gentil, monsieur Combrouse. On pensera à vous en les dégustant. Au fait, monsieur Combrouse, vous n'embaucheriez pas par hasard? »« Hein? Embaucher à ce moment, putain? Oh ben non, pourquoi? » Parce que... Et j'explique à ce brave homme le pourquoi de ma question. Je lui raconte brièvement la triste histoire de Stéphane Jasson. Quand j'en arrive à l'épisode du frère aîné, le sang de mon ami ne fait qu'un tour. « Oh nom de Dieu, mais qu'est-ce qui m'a foutu un frère pareil, con? Et la Wallisson, qu'est-ce qu'il en fait, ce Jean Foutre? Et la solidarité, nom de Dieu? Tiens, moi je vous l'engage, moi. Votre genou, je le prends chez moi, nourri, logé, nom de Dieu. Et s'il est travailleur, le bougre, je te vas lui faire une situation, con. Envoyez-le-moi, capitaine, je vous l'engage, cochon qui s'en dédie, nom de Dieu. » J'appelle aussitôt le procureur de la République et je le mets au courant. Une demi-heure plus tard, il pénètre dans mon bureau. Je fais amener Stéphane Jasson. Le procureur lui fait part de la décision exceptionnelle qui pourrait être prise à son égard. Le jeune homme n'en croit pas ses oreilles, ses yeux brillent, l'espoir renaît. Il promet tout, il travaillera bien, il paiera ses dettes jusqu'au dernier centime. Il ne sait pas comment nous remercier, il rit et pleure tout à la fois, tant son émotion est grande. Le procureur est un homme de cœur, il ne veut pas la mort du pécheur. Il accepte de grand cœur de tenter l'expérience. Néanmoins, il reste 2 formalités à remplir. Obtenir l'acceptation du juge d'application des peines et avoir la certitude que Stéphane n'ait pas, au cours de son année d'errance, commis d'autres délits. Il nous faut à peine 2 heures pour établir les procédures. Dieu merci, Stéphane Jasson n'a rien à se reprocher pour l'année qui vient de s'écouler, et Madame le juge d'application des peines accepte, elle aussi, de l'aider à repartir d'un bon pied. Charles Combrouse, qui attendait le résultat de l'entrevue avec les magistrats, hurle de joie en apprenant leur décision. Dès que les formalités seront remplies, il emmènera Stéphane chez lui. Il propose même d'embaucher aussi Ange Rignac. Le vieux trimard se fait un peu tirer l'oreille. Sa liberté, comprenez-vous? Mais il finit tout de même par accepter une place de berger. Les brebis, elles, au moins, elles sont gentilles. Tout est bien qui finit bien, comme quoi la vie a parfois du bon. La suite est toute simple. Aux dernières nouvelles, Ange Rignac philosophe toujours avec ses brebis. Stéphane a appris le métier de fromager avec Charles Combrouse. Au fil des années, grâce à son sérieux, son courage et sa compétence, Stéphane a gravi les échelons. Aujourd'hui, il est attaché commercial de la maison Combrouse et l'an passé, il a épousé la nièce de Charles, Sophie Combrouse. Comme chaque année, pour commémorer le 20 décembre, il m'envoie donc une lettre que je me décide enfin à lire. Mon commandant, je vous espère, vous et votre chère famille, en excellente santé, et je vous prie d'accepter mes vœux les plus sincères, les plus chaleureux, à l'occasion de Noël et de la nouvelle année. Je vais très bien. Sophie est merveilleuse. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Grâce à vous. Je ne l'oublierai jamais. Encore merci. Bien à vous, Stéphane. Post-scriptum. Maintenant, je peux dire, le Père Noël existe. Je l'ai rencontré. Ainsi, chaque année, depuis 7 ans,
Stéphane Jasson me témoignait amitié et gratitude pour ce qui n'avait été de ma part qu'un geste naturel de solidarité humaine. Une main tendue. Pour être gendarme, on n'en est pas moins homme, n'est-ce pas? Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.